Bonjour, pour la dernière partie de ce cours de bioinformatique, nous allons voir aujourd'hui la deuxième grande application de la bioinformatique qui est la notation des séquences biologiques. La notation est la recherche d'informations telles que la position sur le génome pour le cas des gènes, la position cellulaire pour le cas des protéines et de l'ARN, la structure, c'est-à-dire la composition en éléments codants et non codants pour les gènes, ou bien les repliements secondaires, tertiaires et quaternaires des ARN et des protéines, ainsi que la fonction d'une séquence pouvant être nucléique ou protéique inconnue, c'est-à-dire dont on ne connaît que la succession de résidus qui la composent. Selon la nature de l'information biologique recherchée, on distingue trois niveaux d'annotation. D'abord, l'annotation structurale ou syntaxique. Elle vise à positionner sur une séquence les gènes et les différents éléments les définissant, plus particulièrement les signaux caractéristiques présents sur les séquences des gènes et de leurs produits, tels que les séquences motifs, les sites fonctionnels, etc. Les gènes des ARN non codants, qu'ils soient ARN ribosomal de transfert et les autres ARN, les gènes protéiques ou bien protéinogènes, les régions régulatrices des gènes et des génomes, les pseudogènes, etc. Les éléments répétés, tels que les éléments transposables, les satellites, etc. De manière plus large, la notation structurale vise à positionner les gènes sur les génomes. Ensuite, la notation fonctionnelle permet de prédire les fonctions et les produits potentiels des gènes préalablement identifiés, les structures secondaires, tertiaires et quaternaires de ces produits, ainsi que leur position cellulaire. Enfin, la notation relationnelle permet de déterminer les interactions que les objets biologiques préalablement identifiés sont susceptibles d'entretenir. C'est-à-dire, on cherche à identifier les familles et complexes de gènes, les réseaux de régulation génomique ou protéomique, les réseaux métaboliques, les réseaux de signalisation, etc. La notation étant un domaine vaste et complexe, dans ce cours, nous allons nous contenter de voir trois exemples d'application des principes de la notation structurale et fonctionnelle des séquences nucléiques et protéiques. Le premier exemple portera sur la prédiction des gènes protéiques ou bien protéinogènes. Le deuxième exemple portera sur la prédiction structurale et fonctionnelle des protéines. Et enfin, nous allons voir la notation automatique des génomes. D'abord, commençons par le premier exemple. Un gène peut se définir par son unité transcriptionnelle. Cette unité est limitée par les sites d'initiation et de terminaison de la transcription, qui sera à l'origine de l'ARN codant ou non codant. Un gène protéique, ou plus précisément le segment d'ADN responsable de la synthèse d'une protéine particulière, sera constitué par des régions qui servent à cette synthèse, appelées séquences codantes ou CDS pour Coding Sequences, constituées par les exons chez les eucaryotes, ainsi que d'autres régions qui interviennent indirectement dans cette opération. C'est ce qu'on appelle les séquences non codantes. Les régions non codantes des gènes protéiques sont nombreuses et leur structure varie entre les prokaryotes et les eucaryotes. Leurs séquences sont souvent caractérisées par des signatures particulières. On peut citer les régions opératrices chez les prokaryotes et les régions promotrices et terminatrices chez les prokaryotes et les eucaryotes. Ces régions régulent la transcription du gène en ARN messager polycistronique chez les prokaryotes ou pré-messager chez les eucaryotes. La région promotrice contient les éléments permettant de réguler la transcription des gènes et d'assurer un taux maximal d'expression pour autant que les protéines adéquates soient réunies. Par exemple, la séquence TSS pour Transcription Start Site ou site de début de la transcription est l'endroit où débute la transcription des gènes chez les eucaryotes. La séquence TATA, appelée également boîte de Pribnow, a un rôle dans l'initiation de la transcription chez les bactéries et la région terminatrice marque la fin de la transcription d'un gène ou d'un opérant en ARN messager par l'ARN polymérase. La région par exemple 5' UTR pour Untranslated Transcripted Region ou région transcrite non codante 5' est une région du gène incluse dans la séquence exprimée en ARN messager. Elle s'étend du site TSS jusqu'au codon de début, bien codon start. Elle ne sera donc pas incluse dans la traduction. Elle peut contenir plusieurs séquences régulatrices, comme les séquences RBS pour Ribosome Binding Site ou séquence de Shine d'Algarno, ainsi que la séquence IRES pour Internal Ribosome Entry Site, qui sont les sites de fixation du ribosome chez les prokaryotes
et les eucaryotes respectivement. Ensuite, vous avez d'autres types de séquences, notamment le seed burner, qui est la limite entre la fin d'un exon et le début d'un intrant. Le site récepteur, qui est la limite entre la fin d'un intrant et le début d'un exon. Les intrants, qui sont des parties non codantes du gène eucaryote. Ces séquences sont excisées de l'ARN messager qui est notamment supplémenté par la coiffe et la queue poly A. Ensuite, vous avez la séquence 3' UTR, qui est une région du gène incluse dans la transcription, mais ne contenant pas de séquence codante de la protéine. Elle s'étend du codon d'arrêt, ou bien codon stop, jusqu'à la queue poly A. Les régions UTR 5' et 3' régulent la traduction de l'ARN en séquence protéique. La prédiction de la structure et de la fonction des gènes sera ainsi basée essentiellement sur la reconnaissance de toutes ces structures codantes et non codantes, transcrites en ARN ou pas. Cette prédiction est plus difficile et plus complexe pour les gènes eucaryotes en raison de la faible densité de codage des génomes eucaryotes. Par exemple, l'exome humain a une taille d'environ 2% du génome. Cette difficulté est due également à la taille ou au nombre de variables des introns et de leur signature, et au phénomène post-transcriptionnel de l'ARN pré-messager comme l'épissage alternatif. Plusieurs approches méthodologiques pour la prédiction des gènes ont été développées et qui peuvent être classées en 4 types de méthodes. Le premier étant les méthodes expérimentales. Celle-ci passe d'abord par l'obtention de la séquence de l'ADN complémentaire, ou ADN-C, qui est composée uniquement par la séquence impliquée dans la traduction du gène étudié, ou l'ADN génomique, par transcription inverse in vitro, essentiellement à l'aide de puces à ADN. Ensuite, l'alignement de la séquence génomique et de la séquence complémentaire permet de déduire par projection la composition des parties non codantes de l'ADN génomique. Ensuite, les méthodes comparatives ou bien extrinsèques sont basées sur la recherche des ORF ou bien Open Reading Phases ou bien encore phase ouverte de lecture et la recherche des signatures ou bien des séquences motifs. Elle est réalisée par comparaison aux bases de données biologiques en utilisant des outils tels que BLAST ou FASTA à la recherche des séquences d'ARN messager et de protéines qui ressemblent le mieux à la séquence étudiée. Ensuite, les méthodes intrinsèques ou ab initio regroupent des méthodes employant des modèles statistiques tels que les modèles cachés de Markov combinés à l'algorithme de Viterbi, les réseaux de neurones artificiels, etc., qui sont capables de localiser des séquences codantes et non codantes en calculant la probabilité intrinsèque de leur occurrence sans avoir recours aux méthodes de comparaison. Cette prédiction est basée sur les séquences de gènes modèles dont la structure est déjà connue. Enfin, les méthodes intégratives combinent les 3 approches précédentes. La notation des gènes protéinogènes repose essentiellement sur la détection des phases ouvertes de lecture ou bien ORF. Une ORF est une région de l'ADN délimitée par 2 triplés stop situés sur la même phase et n'incluant aucun triplet stop entre elles. L'existence d'une ORF est une condition nécessaire à la localisation d'un gène ou d'une séquence codante CDS. C'est pourquoi la recherche de gènes débute toujours par l'identification des ORF. Une séquence codante CDS débute par un codon d'initiation de la traduction, souvent appelé codon start, qui peut être l'ATG chez les eucaryotes, ATG, GTG ou TTG chez les prokaryotes, et se termine par un codon d'arrêt de la traduction, qu'on appelle codon stop, qui peut être soit TAA, soit TAG ou bien TGA. L'existence d'une séquence codante nécessite donc la présence d'au moins un triplet start à l'intérieur d'une ORF. Une distance minimale entre les 2 codons stop est requise pour coder une protéine suffisamment longue. Par exemple, cette taille minimale varie entre 100 et 300 paires de bases chez les prokaryotes. Une ORF ne signifie pas forcément la présence d'un gène. Et comme le codon start code pour un acide aminique qui est susceptible d'être présent à l'intérieur de la chaîne peptidique, sa mise en évidence n'est pas toujours suffisante pour l'identification du début de la région codante. L'existence donc d'autres signatures à l'intérieur d'une ORF est souvent nécessaire pour la prédiction de la CDS. Par exemple, la présence d'une séquence RBS chez les prokaryotes. Étant donné que l'ADN est interprété en groupe de 3 nucléotides, appelés codons,
Un brin d'ADN a 3 cadres de lecture distincts. Les 2 brins antiparallèles d'une hélice ADN vont donc avoir chacun 3 cadres de lecture pour un total de 6 traductions de cadres possibles. La détection d'une séquence ORF se fait donc par traduction à l'aveugle des 6 phases possibles de lecture correspondant aux séquences protéiques possibles. Par exemple, pour annoter des gènes prokaryotes sur chaque phase, sur les 2 brins, c'est-à-dire sur 6 séquences différentes, le procédé sera comme suit. On va d'abord rechercher les triplets stop. Ensuite, si la distance entre 2 triplets stop consécutifs est supérieure au seuil minimal, supposons 100 paires de bases, on enregistre cette ORF. Ensuite, dans cette ORF, on recherche le premier codon start de façon à ce que la protéine codée soit de taille maximale. Notez l'existence d'autres séquences non codantes à l'intérieur d'une ORF sont parfois nécessaires pour la prédiction des séquences codantes. Par exemple, ici, la séquence de Shine d'Algarno indique donc que le codon start est plutôt celui-ci, qui vient juste après cette séquence, que celui-là. Ensuite, on va traduire la séquence codante en séquence protéique. Celle-ci sera comparée par alignement contre une base de séquence, par exemple UniProt, afin de prédire la structure et la fonction de la protéine par recherche de similarité. Une séquence signature ou signal ou bien encore motif de séquence, un motif séquentiel, peut être défini comme étant une courte séquence fortement conservée, composée de quelques résidus et commune à un ensemble de séquences nucléiques ou protéiques ayant des fonctions et des mécanismes biologiques homologues. Exemple de ce type de séquence, les sites donneurs et accepteurs des exons, la boîte TATA, la queue poly A, les séquences ADN satellites, les séquences UTR 5' et 3', les facteurs de transcription TFD, etc. Si les motifs séquentiels sont liés à la structure primaire des séquences biologiques, les motifs structurels présents dans la structure des protéines et des ARN non codants sont quant à eux liés à la structure secondaire des séquences. Par exemple, l'épingle de cheveux bêta et l'hélice boucle hélice chez les protéines, la tige boucle de l'anticodon dans l'ARN de transfert, etc. En effet, les motifs structuraux sont formés par l'arrangement tridimensionnel de résidus pouvant être adjacents ou non. Un site fonctionnel est quant à lui l'ensemble de résidus impliqués directement dans une activité biologique, par exemple enzymatique ou hormonale. Une famille protéique est un groupe de protéines apparentées ou pas, partageant une structure et une fonction commune. Un domaine protéique est une partie d'une protéine capable d'adopter une structure de manière autonome ou partiellement autonome du reste de la molécule. Les familles et les domaines protéiques sont classés sur la base des motifs séquentiels et structurels partagés. Il existe 2 façons de définir un motif. Soit en définissant la séquence consensus ou la séquence logo du motif, en utilisant une des méthodes disponibles, par exemple par alignement, par méthode probabiliste ou par d'autres méthodes. Pour cela, des logiciels existent tels que le logiciel MIME, le logiciel Skyline, le logiciel Seek2Logo et l'application WebLogo. La deuxième méthode consiste à confronter là où les séquences motifs requêtes à une base de motifs connue. Par exemple, contre la base JASPAR, qui est une base de données de motifs des séquences promotrices nucléiques, ou bien la base UTR-DB, qui est une base de séquences UTR 5' et 3' d'ARN caryote. Bien encore la base RFAM, qui est une base de données contenant des informations sur les familles d'ARN non codants, ou bien encore PROSIT et Interpro, qui sont 2 bases fournissant des informations sur les familles, les domaines, les sites fonctionnels et les motifs structurels des séquences protéiques. Voici un exemple de différentes méthodes de détection de motifs du promoteur du gène ROX1 chez Saccharomyces cerevisiae. La détermination de cette séquence motif peut être effectuée par alignement, par génération d'une séquence consensus, par calcul de la fréquence de chaque nucléotide dans chaque position, ou bien par génération d'une séquence logo. Il existe de nombreux outils d'annotation de séquences nucléiques, et les résultats de cette annotation sont stockés sur des bases utiles pour les méthodes basées sur la recherche de similarité et consultables via des navigateurs de génome qu'on appelle genome browsers.
Les limites des méthodes de détection actuelles sont liées aux limites de nos connaissances concernant l'expression des gènes et de leurs fonctions. En effet, beaucoup des gènes prédits restent encore inconnus et leur rôle dans les mécanismes génomiques non identifiés. En plus de ça, le rôle des parties non exprimées des génomes et les processus évolutifs de leur régulation sont largement méconnus et beaucoup restent à découvrir. Par exemple, le nombre de gènes présents sur le génome humain est encore un sujet à débat. On le situerait entre 20 000 et 40 000 gènes, dont la fonction et les mécanismes d'expression d'une bonne partie restent encore méconnus. Enfin, s'ajoutent les limites techniques liées à la marge d'erreur que génèrent toutes les méthodes d'annotation utilisées actuellement. Concernant les protéines, il faut savoir qu'il est difficile de trouver expérimentalement la structure et la fonction d'une protéine inconnue. En effet, cela nécessite la réalisation de nombreuses expériences allant de la mise en culture des organismes producteurs et jusqu'au séquençage des protéines. Ces expériences sont réalisées dans des conditions expérimentales très variées. Par exemple, en utilisant des électrophorèses mono- ou bidimensionnelles, les méthodes de spectrométrie de masse, de cristallographie au rayon X, de puces à protéines, etc. Et ce processus est lent, coûteux et sans garantie de résultat. Pour ces raisons, il était nécessaire de développer des méthodes alternatives, notamment in silico, qui permettraient de remédier à ces contraintes. Les outils de bioinformatique permettent de prédire plusieurs types d'informations protéiques à partir de l'analyse de la séquence primaire, notamment la présence de modifications post-traductionnelles comme la présence de ponts disulfure, la phosphorylation, l'hydroxylation, la méthylation, l'acétylation, etc. On peut également déterminer les types de repliements, tels que les feuillets bêta, hélice, alpha, les pelotes aléatoires présentes sur la structure, ainsi que la présence des motifs structurels, les domaines fonctionnels et les structures secondaires et tridimensionnelles, et également le profil physico-chimique des protéines, tels que leur poids moléculaire, leur point isoélectrique, leur hydrophobicité, solubilité et cristabilité. On peut également définir les sites fonctionnels, tels que les sites actifs, les sites de liaison, les sites de fixation des protéines, ainsi que la fonction de la protéine parmi toutes celles possibles. Puis on peut également prédire les types d'interactions protéine-protéine possibles, mais également la localisation cellulaire des protéines prédites. Les méthodes employées pour la prédiction des protéines sont très variées et sont classées par type d'information recherchée. D'abord, on peut rechercher structures secondaires. Pour cela, on peut employer soit des méthodes expérimentales, soit des méthodes probabilistes, ou bien des méthodes comparatives, voire des méthodes neuronales. On peut également modéliser les structures tridimensionnelles des protéines. Pour cela, 4 grands types de méthodes sont utilisées. D'abord, les méthodes d'identification de repliement par enfilage, bien threading. Ces méthodes superposent les repliements d'une séquence de structures inconnues avec une structure tridimensionnelle connue sans similarité significative. Ensuite, les méthodes de modélisation par homologie, qui sont les plus fiables et les plus utilisées actuellement, prédisent la structure sur la base de celles des protéines homologues, modèles, expérimentalement obtenues et répertoriées sur des bases de données. Ensuite, les méthodes des alphabets structuraux reposent sur la fragmentation des structures tridimensionnelles afin d'identifier les fragments structuraux essentiels qui constituent les protéines comparées. Enfin, les méthodes ab initio, ou bien de novo, sont des méthodes probabilistes qui prédisent la structure à partir de l'information unique de la séquence primaire. Ensuite, on peut également évaluer la fiabilité de ces modèles prédits. Pour cela, plusieurs types de méthodes testent la fiabilité statistique et géométrique des modèles structuraux prédits. On peut également rechercher des informations concernant la fonction et la localisation cellulaire. Pour cela, on peut opter soit pour la recherche de signatures, telles que les motifs et les sites caractéristiques des domaines fonctionnels et des protéines, ou bien opter pour des méthodes statistiques à base de profils protéiques modèles. Par exemple, ce schéma montre les étapes de prédiction des structures tridimensionnelles par homologie. Dans ces méthodes,
On aligne d'abord la séquence requête de la protéine à modéliser contre une base de données contenant des séquences de protéines dont la structure a déjà été annotée expérimentalement. Ensuite, toutes les séquences ayant un minimum de 30% d'identité avec la séquence requête sont retenues afin de prédire la structure secondaire, puis tertiaire, et ensuite le modèle obtenu est évalué statistiquement afin de vérifier sa fiabilité. Des bases de séquences protéiques annotées existent sur Internet et sont très employées pour la recherche d'informations protéiques différentes. Les méthodes algorithmiques et statistiques citées précédemment ont chacune abouti au développement de logiciels de prédiction qui sont plus ou moins efficaces. Les méthodes de prédiction des protéines ont des limites également, liées premièrement à la fonction des protéines. En effet, cette dernière est une conséquence indirecte de leur séquence en acides aminés et passe par le repliement tridimensionnel de cette chaîne en une forme compacte, spécifique et stable. La prédiction de cette structure, qu'elle soit secondaire, tertiaire ou quaternaire, est un problème très ardu, essentiellement à cause de deux problèmes. D'abord, et contrairement aux nucléotides, il n'existe pas de règle de complémentarité stricte entre les acides aminés. Ça veut dire que tous les acides aminés peuvent se substituer entre eux. Ensuite, les chaînes formées par les acides aminés sont beaucoup plus flexibles et disposent de beaucoup plus de degrés de liberté que les brins d'acides nucléiques, d'où une grande variété de structures. Maintenant, on va voir le dernier exemple, qui est la notation automatique des génomes. Il faut savoir qu'avec l'avènement des premières technologies de séquençage, qui étaient au début très coûteuses, le but de l'assemblage et de l'annotation des premiers génomes était de produire des génomes de grande qualité, appelés génomes de référence. Ces génomes appartiennent à des espèces différentes, au lieu de produire des génomes multiples appartenant à la même espèce. Ensuite, l'arrivée des techniques de séquençage de nouvelle génération, moins coûteuses, et produisant de petits fragments génomiques appelés reads, qui peuvent aller de quelques dizaines de paires de bases jusqu'à des dizaines de milliers de paires de bases, en millions de copies, avec un taux d'erreur plus élevé, a permis de s'intéresser à la variabilité génomique à l'intérieur des espèces. Ce séquençage, qui est en réalité un reséquençage de génomes appartenant à des espèces déjà étudiées, peut avoir différents objectifs allant de la détection de variants pour le diagnostic médical jusqu'à l'étude de la diversité biologique en passant par des applications biotechnologiques. Les stratégies d'annotation structurale et fonctionnelle des génomes de nouvelle génération consistent dans la plupart des cas en une comparaison des reads assemblés avec des séquences de génomes modèles stockées sur des bases de données. En raison de la complexité de ce processus, des méthodes automatisées appelées pipelines ou chaînes de traitement ont été développées afin d'accélérer et d'améliorer le processus. Ces méthodes englobent l'annotation de l'ensemble des gènes, codons et non codons, et de leurs produits, que ce soit ARN non codons, protéines, etc. Un pipeline bioinformatique doit ainsi permettre l'identification de variations de séquences d'un échantillon par rapport à une séquence de référence. Pour cela, plusieurs pipelines sont disponibles et permettent d'annoter des génomes viraux, prokaryotes, eucaryotes et d'organelles en utilisant des méthodes algorithmiques et statistiques très variées. Même si leur utilisation n'est pas toujours optimale, leur fiabilité s'améliore de jour en jour.